Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Introduction. Cette première partie s'intéresse aux questions qui s'inscrivent au cœur de la démarche géopolitique. Les rapports entre d'une part les hommes et leur environnement, et d'autre part les événements, les innovations techniques, les bouleversements politiques, etc., qui les affectent. Outre cette mise en place des fondamentaux, cette partie accorde une attention particulière au moment géopolitique. Ce dernier coïncide avec l'invention, puis avec l'essor de la géopolitique. En effet, les géopoliticiens prétendent non seulement expliquer les comportements des entités politiques, mais aussi fixer la politique étrangère de ces dernières. Cette partie est constituée de 3 chapitres. Le premier est intitulé Notions de base, le deuxième traite de la discipline diabolisée puis réhabilitée, à savoir la géopolitique, et le troisième est consacré aux grandes théories géopolitiques. Chapitre I. Notions de base. Introduction. La géopolitique étant une discipline vaste, il est difficile de lui accorder une définition unanimement admise par tous. Ce faisant, les chercheurs continuent à mener des investigations sur la complexité de la discipline. Cela étant, nous allons nous efforcer, partant des définitions de plusieurs auteurs, de donner une définition plus concise. I1. Définition de la géopolitique. Étymologiquement, la géopolitique associe 2 termes d'origine grecque, géo et politique. Géo, c'est la Terre, notre planète. La politique, dans le sens le plus large, désigne quant à elle le vivre ensemble, l'organisation de la cité, les relations de pouvoir entre les hommes. Scientifiquement, plusieurs définitions ont été développées par les auteurs classiques et modernes. Pour Johann Rudolf Kielen, la géopolitique est la science de l'État en tant qu'organisme géographique tel qu'il se manifeste dans l'espace. Pour F. Ratzel, la géopolitique est la science qui établit que les caractéristiques et conditions géographiques, et plus spécialement les grands espaces, jouent un rôle décisif dans la vie des États et que l'individu et la société humaine dépendent du sol sur lequel ils vivent, ayant son destin déterminé par la loi de la géographie. Selon K. Haushofer, la géopolitique est la nouvelle science nationale de l'État, une doctrine sur le déterminisme spatial de tout le processus politique basée sur de larges fondations de la géographie et notamment de la géographie politique. Pour J. Ancel, la géopolitique est avant tout l'observation et l'analyse des relations humaines avec le territoire sur lequel elles vivent et se développent militairement, politiquement et commercialement à partir d'invariants géographiques. Quant à P. Boniface, la géopolitique est une façon de comprendre le monde. Pour lui, tout devient géopolitique. Par là, la géopolitique apparaît comme une approche méthodologique qui explique les relations internationales. Yves Lacoste développe le concept comme étant l'étude des rivalités de pouvoir ou d'influence sur les territoires et les populations qui y vivent. Rivalités entre des pouvoirs politiques de toutes sortes, et pas seulement des États mais entre des mouvements politiques ou des groupes armés plus ou moins clandestins, les rivalités pour le contrôle ou la domination du territoire de grande ou de petite taille. C'est pour lui la combinaison de la science politique et de la géographie. De ce qui précède, précisons que la définition la plus concise et qui paraît la plus rapidement opérationnelle reste celle donnée par Yves Lacoste. La géopolitique est selon lui l'analyse des rivalités de pouvoir sur des territoires. La géopolitique est, à notre avis, le fonctionnement des relations intra- et interétatiques, c'est-à-dire les relations internes et externes des États. I2. La nature de l'homme. L'homme n'aime pas se considérer comme un animal. Pourtant, il est selon Charles Darwin un animal en lutte avec les autres espèces pour le contrôle de la Terre et de ses richesses. Il est régi par la priorité élémentaire et universelle à laquelle est soumis tout le monde, survivre. L'homme doit se nourrir, se chauffer, se loger et surtout se reproduire au milieu d'innombrables dangers et menaces. A. L'organisation en société. L'homme est un être social. Il vit dans une des formes des sociétés constituées par des groupes humains, toujours soudés par le même impératif, assurer la survie et régie par des hiérarchies complexes et mouvantes. B. Le langage. L'homme doit inventer un langage,
un ensemble évolutif de signes grâce auxquels les membres d'un groupe communiquent entre eux, mais aussi se distinguent, se séparent d'autres groupes. Les langues naissent, vivent, s'adaptent, meurent et parfois se réinventent. C. Le territoire. Au cœur de la géopolitique se trouvent les territoires, leur contrôle, les convoitises, les luttes et parfois les coopérations qu'ils suscitent. Un territoire, c'est d'abord une protection, une condition de la survie. Pour l'homme, le territoire est une source de rêves, fantasmes, de représentations, vie donc de conflits. L'homme est et reste un animal territorial. Les espaces terrestres demeurent divisés entre des États. Ces derniers confèrent toujours aux individus leur nationalité, leurs droits, leur citoyenneté. Tout conflit s'inscrit dans un territoire. L'objectif des protagonistes est toujours le contrôle d'un territoire et évidemment, des populations qui s'y trouvent. En ces années 2000, le choc des civilisations entre Occident et Islam, évoqué par le professeur américain Samuel Huntington, concerne lui aussi des territoires, le Moyen-Orient et le Caucase, etc. Soulignons aussi le cas de Jérusalem. Il est un enjeu territorial entre trois religions, judaïsme, islam et christianisme, et deux ou trois peuples, israéliens, arabes et palestiniens. C'est un haut lieu de la religion. Le territoire est toujours terrestre, maritime et aérien. D'où la lutte pour le contrôle des ressources du sol et du sous-sol, les ressources hydrauliques et la conquête des espaces atmosphériques entre les États. D. L'outil, la technique. Tous les progrès de l'humanité résultent en premier lieu de l'outil par lequel l'homme acquiert des pouvoirs exceptionnels de destruction et de construction. Avec l'outil, l'homme abat des forêts, assainit des marais, discipline les eaux, couvre les continents de routes, édifie des cités, bref, modèle la terre selon ses nécessités et ses rêves. L'outil, ce ne sont pas seulement le marteau ou la tenaille. Sont outils les actes juridiques, les billets de banque, les images de toutes sortes, le téléphone portable, etc. En résumé, tout ce que les hommes inventent pour améliorer leur existence et multiplier leurs échanges. Dans le domaine géopolitique, l'outil est une composante essentielle du pouvoir et de la puissance. L'outil, qui n'est efficace que s'il est utilisé intelligemment, contribue souvent de manière décisive à la victoire. Du XVIe au XXe siècle, les nations européennes colonisent et dominent la planète notamment parce qu'elles maîtrisent la navigation et les armes à feu. En ces années 2000, les pays émergents savent que leur développement passe leur appropriation des outils de la modernité. L'écriture. Avec l'écriture, l'homme établit des comptes, des listes. Ce qu'il dit s'inscrit alors dans la pierre, sur le papyrus, sur le papier. L'homme acquiert une mémoire objective, soustraite aux aléas de l'oubli. Avec l'écriture, le passé cesse d'être légende, enchaînement de souvenirs constamment déformés et réformés par les récits successifs qui en sont faits, mémoire orale. Le passé devient histoire, des repères, lieux, dates, événements se fixent. F. Le pouvoir. La relation de pouvoir met en jeu l'homme tout entier. Cette définition posée, des interrogations se bousculent. Pourquoi certains hommes obéissent-ils ? Pourquoi d'autres hommes commandent-ils et pourquoi sont-ils obéis ? Qu'est-ce qui désigne un homme particulier au rôle de chef ? Ses victoires sur les faibles ? Sa certitude intime d'être supérieur aux autres, d'avoir une mission à accomplir ? La géopolitique, si elle est sous-tendue par ces interrogations sur le pouvoir, se centre sur les rapports entre peuples, entre entités politiques. La géopolitique prend ainsi les cités, tribus, États, empires, comme des données relativement immuables et réfléchit sur les rapports entre ces cités. Le pouvoir garde et gardera toujours quelque chose d'incompréhensible. I3. Les trois interrogations incontournables. L'objet de la géopolitique consiste à comprendre, expliquer les motivations et le comportement des acteurs individuels, collectifs ou moraux, peuples, nations, ethnies, États, communautés religieuses, etc., formant des groupes et disposant d'une conscience et d'institutions communes. La démarche géopolitique qui s'emploie à déchiffrer le comportement de ces groupes doit prendre en compte trois éléments: le passé, l'esprit du temps et la localisation dans l'espace. A. Le passé. Une représentation géopolitique n'est jamais figée. Elle se modifie et s'ajuste en permanence sous l'influence d'innombrables facteurs.
événements, succès, échecs, victoires, défaites, affectant le groupe, changements dans la composition et les équilibres du groupe, bouleversements religieux, afflux de migrants. De ce point de vue, toute représentation géopolitique est un enjeu, suscitant des interprétations diverses tant chez les membres du groupe que chez les tiers. Ces interprétations s'affrontent et se combinent. Ainsi, les disputes sans fin sur la propriété d'un territoire, Kosovo, Palestine et de la rez-de-chaussée. Le passé même occulté, est toujours plus pesant qu'on ne le pense. Le passé d'un pays détermine souvent l'histoire d'une nation ou d'un État. C'est cette histoire qui influence la politique globale de l'État. La Révolution française a toujours déterminé et influencé la politique de la France. La Révolution orange a toujours influencé la politique de la Russie. B. L'esprit du temps, le présent. L'homme est pétri par l'époque dans laquelle il vit. Cette époque est autour de lui et en lui. Ses sentiments, ses idées, ses discours, bref tout ce qu'il pense lui être propre ne se dissocie pas de l'air du temps, mais au contraire est façonné par lui. L'environnement temporel imprègne tous les acteurs, tous les enjeux d'une époque. Et toute question géopolitique ne peut être comprise que si elle est saisie dans son épaisseur historique. C'est à partir du présent que l'homme peut corriger son passé, afin de projeter son futur. La fondation de l'État juif peut nous servir d'exemple. B. La localisation dans l'espace. Il est à noter que l'histoire et la géographie sont indissociables. Il n'en demeure pas moins que l'une des étapes fondamentales de toute démarche géopolitique est de localiser les acteurs temporellement et donc, spatialement, en considérant non seulement les données physiques ou géographiques, mais aussi les données économiques, sociales, culturelles et religieuses. Exemple, les USA ont associé tous ces éléments pour être appelés aujourd'hui grandes puissances. I4. Les composantes des rapports de force. Face à tout événement géopolitique, 3 interrogations doivent être formulées. D'où vient-il? À quel moment se produit-il? Et en quel lieu? Mais la démarche serait incomplète si l'on ne s'interrogeait aussi sur la nature des rapports qui sous-tendent cet événement, les rapports de force. Il y a rapport de force dès que des individus ou des groupes se comparent les uns les autres, évaluent leurs atouts et leurs handicaps et à partir de ces calculs, opèrent de choix, adoptent des lignes de conduite, des politiques. Chez les hommes, les rapports de force résultent des disputes et des conflits que déchaîne la rareté relative des ressources, le premier mode d'acquisition étant le pillage. Mais le rapport de force ne se cristallise pas seulement autour des biens convoités, nourriture, territoire, femmes. Il est suscité également par les appétits de reconnaissance, de pouvoir, de prestige, par l'imaginaire des hommes. Le rapport de force met en présence les relations des dominants-dominés, des forts et faibles. Ainsi, il est à la fois donné et construit, c'est-à-dire déterminé par la nature ou organisé par l'entité politique. Tout rapport de force est dynamique et imprévisible. La guerre unit les peuples autant qu'elle les divise, les uns privilégiant l'unité contre l'ennemi, d'autres ayant pour priorité leurs intérêts individuels. Exemple, les grandes guerres de l'époque. Il y a plusieurs composantes des rapports de force. Considérons quelques-unes parmi tant d'autres, les hommes, l'argent et l'immatériel. A. Les hommes. Les êtres humains sont à la fois acteurs, instruments et enjeux des rapports de force. Les masses humaines, leurs variations, leurs mouvements constituent des paramètres essentiels de ces rapports. La vision des Européens, Anglais, Portugais, Belges, Français, leur a permis à conquérir d'autres territoires en Afrique, en Asie, etc. Pour paraphraser le philosophe Jean Bodin, 1530 à 1596, selon lequel il n'est de richesse que d'hommes, il n'est de puissance que d'hommes. B. L'argent. L'argent fait partie des grandes inventions et des spécificités de l'humanité. Dans le domaine géopolitique, l'argent est le nerf de la guerre, donc du pouvoir et de la puissance. Celui qui contrôle l'argent, ses flux, ses stockages, contrôle le monde. Bien des États perdent des guerres parce qu'ils sont à court d'argent et se retrouvent en faillite. Toute analyse géopolitique doit donc se demander combien ça coûte? Qui paie? Comment? Ainsi, un État pauvre peut faire et gagner la guerre s'il est soutenu financièrement par un État fort. Tel est le cas du Rwanda contre la rez-de-chaussée.
C. L'immatériel. Les idées, les religions, les cultures, ces productions nobles coupées de la vulgarité du quotidien, échappent-elles au rapport de force? Non. Comme toute production humaine, ces représentations, même si certains se persuadent qu'elles émanent d'un être supérieur, naissent, évoluent, se métamorphosent et finalement meurent. Pour les hommes, ce sont des moyens et des enjeux qui comptent. Ces constructions sont toutes sous-tendues par la même dynamique. Rassembler des êtres humains, les lier par la croyance en une transcendance, un Dieu, un peuple. Dès leur émergence, ces représentations se trouvent mises au service de buts politiques. Bâtir une communauté, édifier une église, une nation, réaliser une société idéale. Derrière tous ces affrontements, s'expriment des rapports de force entre individus et entre groupes, oppositions et alliances se défaisant et se refaisant en permanence. Chapitre 2. Diabolisation et réhabilitation, de la géopolitique. Comme toute discipline scientifique, la géopolitique fut butée à d'énormes difficultés avant qu'elle ne nous soit présentée comme telle. Ainsi, beaucoup d'auteurs, allemands, faisaient allusion à un projet politique de domination de certains peuples pour parler de la géopolitique. Dans ce chapitre, nous allons aborder cet aspect de choses à travers l'origine de la géopolitique, le nazisme et le pangermanisme, l'esprit de la colonisation française, ainsi que la géopolitique et d'autres disciplines apparentées. 2.1. Origine de la géopolitique. Le terme de géopolitique aurait été utilisé pour la première fois en 1905 par le Suédois Johan Rudolf Kielen, professeur d'histoire et de sciences politiques à l'université Göteborg puis d'Uppsala. Selon lui, au-delà de son aspect physico-géographique comme territoire, la vie d'un État a 4 formes. Comme foyer dans ses activités économiques, comme peuple dans ses caractères nationaux et raciaux, comme communauté sociale dans ses classes et ses professions et comme gouvernement dans son aspect constitutionnel et administratif. 5 éléments de la même force, 5 doigts d'une même main qui travaillent en temps de paix et luttent en temps de guerre. Kielen va imaginer 5 sous-disciplines de la science politique. La géopolitique qui étudie l'État comme organisme ou phénomène dans la société, l'écopolitique, économie, la démopolitique, relation entre population et organisation politique, la sociopolitique, rapport entre l'État et la société, et la cratopolitique, à savoir l'autorité de l'État. Pour lui, l'État est une chose vivante, presque d'un point de vue biologique. Les hommes forment un peuple. Mais l'État ne se compose pas seulement des individus vivants. On y trouve tous les individus du peuple, vivants, morts et pas encore nés. Johan Kielen voit l'État comme un être vivant. Il y a des maladies des États plus ou moins graves. En conséquence, il y a aussi des parties vitales. La géopolitique peut donc soutenir la stratégie en désignant les parties sensibles. La guerre moderne a pour but de rompre la volonté de l'adversaire, et la façon la plus radicale d'y arriver est de prendre tout son territoire. La mer constitue la frontière la plus naturelle. Pour un pays, l'insularité est la situation idéale. Mais la nature ne décide pas seule des frontières. Les rapports de force et la relation de puissance comptent également. Ils distinguent l'espace, le domaine et la position. Les États vigoureux, dans un espace limité, se trouvent sous l'impératif catégorique d'élargir leurs espaces par colonisation, la fusion ou des conquêtes de différentes façons. Mais il ne faut pas trop l'élargir pour des raisons de risques intérieurs. La position est déterminée par les voisins et les lignes de communication. En outre, notons qu'héritière du scientisme et du darwinisme social, la géopolitique classique se développe entre la seconde moitié du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle. Fortement déterministe, celle-ci s'appuie sur 3 idées fortes. 1. L'État est un organisme vivant. L'État, analysé comme une entité organique, naît, croît, décline, se dégrade et meurt. Comme tout être vivant, il est inséparable d'un milieu, ici la jungle interétatique. Les priorités de l'État sont la survie et donc une inévitable expansion. S'il n'y a pas expansion, il y a stagnation puis contraction. 2. La richesse, le pouvoir, la puissance sont basés sur des masses, territoires, populations, ressources naturelles. Ce constat inspire au géographe politique allemand Friedrich Ratzel 1844 à 1904, la notion d'espace vital, Lebensraum. Tout grand peuple doit disposer de territoires suffisamment vastes pour y trouver tout ce dont il a besoin.
3. La guerre est un mécanisme de régulation nécessaire. La guerre permet d'acquérir territoire et richesse. Moralement, la guerre est une épreuve indispensable testant la capacité des peuples à lutter. 2. Le nazisme et le pangermanisme. En France, plusieurs facteurs se conjuguaient pour entraver le développement de la géopolitique. L'association historique de la matière au nazisme fut, comme ailleurs, un obstacle puissant. Mais même avant le nazisme, d'autres raisons expliquaient ce phénomène. Une grande partie des premiers géopolitologues de la fin du XIXe siècle étaient liés à l'idée du pangermanisme, mouvement politique et doctrine qui tendent à favoriser le rapprochement et l'union de tous les pays et peuples dits germaniques en un État unique, ce qui avait un effet repoussoir en France. Par ailleurs, les références idéologiques françaises se voulaient universalistes, produits de l'histoire mettant en valeur la citoyenneté républicaine. En France, l'État préexiste à la nation, contrairement à l'Allemagne. L'extension est basée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. 3. L'esprit de la colonisation française. Tout comme des valeurs universalistes venaient légitimer la politique coloniale en vertu d'une prétendue mission civilisatrice, en France la géographie vivait dans l'ombre de l'histoire. La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Yves Lacoste publiait ce livre au titre Choc en 1976 chez l'éditeur Maspero, spécialisé dans les livres tiers-mondistes et révolutionnaires. Un pavé dans la mare, mais un rappel d'une réalité oubliée pour beaucoup. Sur la carte, forme de représentation géographique par excellence d'un État, doivent être portés tous les renseignements nécessaires à l'élaboration de tactiques et de stratégies. La carte a d'abord été établie par des officiers et pour des officiers, carte d'état-major. La production d'une carte, c'est-à-dire la conversion d'un concret mal connu en une représentation abstraite, efficace et fiable, est une opération difficile, longue et coûteuse qui ne peut être réalisée à l'origine que par l'État. Yves Lacoste redonnait ses lettres de noblesse politique à la géopolitique, qui avait été à tort assimilée dans les milieux intellectuels français, aux théories nazies. Spécialiste du tiers-monde, épousant lui-même à l'époque les théories tiers-mondistes, il permet d'avoir une lecture droitière des relations internationales. Cela permet de réhabiliter politiquement la géopolitique, pour en refaire une discipline intellectuelle permettant de comprendre le monde, et non un projet politique de domination de certains peuples. La théorie géopolitique avait en effet tenu une place importante dans l'argumentaire de l'expansionnisme allemand dans les années 1930. La géopolitique étant l'étude de puissance, avait été assimilée à la recherche de puissance à la guerre et à l'expansionnisme nazi. Certes, le nazisme s'était servi de la géopolitique, mais dans une vision particulière qui ne devait pas conduire à rejeter l'ensemble de la discipline. À la fin des années 1960 et au début des années 1970, l'intérêt porté à la géopolitique par les militaires du cône sud de l'Amérique latine, Argentine, Brésil, Chili, et la mise en place des dictatures militaires répressives dans la région, ont de nouveau failli jeter le discrédit sur la géopolitique. Yves Lacoste estime qu'outre l'assimilation aux thèses nazies, le terme géopolitique a également souffert de la rivalité soviético-américaine et de la guerre froide. Il note: à propos de Cuba et de la guerre de Vietnam, il n'était pas question à Moscou comme à Washington de dire qu'il s'agissait des problèmes géopolitiques voire même géostratégiques. On évitera tout autant de faire allusion à des problèmes territoriaux, donc géopolitiques, en Afrique, au moment de la colonisation, puisque les frontières des nouveaux États reprirent les limites qu'avaient tracées les colonisateurs. Ce n'est qu'après la guerre de 1978 à 1979 entre deux pays communistes, la Chine et le Vietnam pour le tracé de frontières, puis avec la guerre Iran-Irak, 1980 à 1988, qu'il y a aussi pour une question territoriale, que la problématique frontière-territoire ressurgit et n'est plus occultée par les aspects idéologiques. Après 1989, les références à la géopolitique se sont multipliées avec l'effondrement des régimes communistes, la chute du mur de Berlin et du rideau de fer, l'implosion de l'URSS. 3. La géopolitique et d'autres disciplines apparentées, géographie politique, géostratégie, géoéconomie et les relations internationales. La géopolitique est,
Comme nous l'avons dit précédemment, l'étude des rivalités de pouvoir ou d'influence sur les territoires et les populations qui y vivent. Rivalités entre des pouvoirs politiques de toutes sortes et pas seulement des États mais entre des mouvements politiques ou des groupes armés plus ou moins clandestins. Les rivalités pour le contrôle ou la domination du territoire de grande ou de petite taille. A. La géographie politique. Face à la géopolitique, la géographie politique se concentre sur les phénomènes géographiques et leur donne une interprétation politique. Tandis que la géopolitique se concentre sur les phénomènes politiques pour en donner une interprétation géographique et étudie les aspects géographiques de ces phénomènes. B. La géostratégie. Dans le langage courant, on emploie souvent de manière indifférenciée les termes de géopolitique et de géostratégie. Pour R. Aron, la stratégie c'est la conduite d'ensemble des opérations militaires. La diplomatie c'est la conduite du commerce avec les autres unités nationales. Stratégie et diplomatie seront toutes deux subordonnées à la politique, c'est-à-dire à la conception que la collectivité ou ceux qui en sont responsables se font de l'intérêt national. Reprenant la définition de Clausewitz pour lequel la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens, et estimant que le soldat et le diplomate sont deux acteurs symboliques des relations internationales, Aron conclut que le choix d'une stratégie dépend à la fois du but de la guerre et des moyens disponibles. Ils seront différents s'il s'agit d'une guerre entre États ou d'une guerre d'indépendance. La différence entre tactique et stratégie est la différence entre la fin et le moyen. La stratégie fait usage des combats en déterminant le lieu, le moment effectif, dans la mesure où ces termes cités influent sur la fin. La géostratégie est la détermination d'une stratégie à partir des données géographiques. Pour sa part, Michel Korinman dans Quand l'Allemagne pensait le monde, la géopolitique fut d'abord un débat démocratique entre citoyens et c'est seulement 15 ans plus tard qu'il fut confisqué et étouffé par le parti nazi. Il pense de plus qu'il est préférable de réserver le terme de géopolitique aux discussions et controverses entre citoyens d'une même nation, et le terme de géostratégie lorsqu'il s'agit des rivalités et des antagonismes entre États ou entre forces politiques qui se considèrent comme absolument adverses. C. La géoéconomie. À la fin de la guerre froide, il a été suggéré que la géoéconomie pouvait succéder à la géopolitique, car il n'y avait plus de perspective d'affrontement militaire entre les deux blocs. Cela était entré dans la phase des rivalités économiques. C'est le géopolitologue américain Edward Luttwak qui évoquait un nouvel ordre mondial, où l'arme économique aurait remplacé l'arme militaire comme principal instrument de puissance au service des États. Selon lui, les menaces militaires et les alliances ont perdu leur importance avec la pacification des échanges internationaux dès lors que les priorités économiques ne sont plus occultées et passent au premier plan. La géoéconomie est l'analyse des stratégies d'ordre économique décidées par les États qui peuvent agir en liaison avec les entreprises de leur pays, pour protéger et développer leur économie nationale, maîtriser les technologies sensibles, améliorer leur compétitivité commerciale, conquérir des marchés extérieurs et définir les secteurs d'activité économique considérés comme stratégiques. Par ailleurs, les rivalités économiques ont toujours fait partie des stratégies d'affrontement géopolitique. L'économie et la stratégie ont toujours été étroitement mêlées. Les rivalités économiques font partie intrinsèquement des rivalités géopolitiques. Elles ne viennent pas les remplacer. D. Les relations internationales. Qu'est-ce que la géopolitique aujourd'hui ? Que sont les relations internationales ? La réponse est moins aisée au moment où les frontières physiques sont remises en cause du fait de la globalisation, mais également au moment où sont réévaluées les frontières disciplinaires. L'accent mis sur le terme géopolitique a eu le mérite de mettre en perspective les facteurs géographiques. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.